Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le Sénat à l'assaut du verrou de Bercy. Les socialistes veulent supprimer ce monopole du ministère des Finances, seule habilité à poursuivre les auteurs d'infractions financières. Le gouvernement s'y oppose. Au lendemain de la condamnation en appel de Jérôme Cahuzac, le débat dans cette édition. Comment améliorer le suivi des fichiers S après les attentats meurtriers de Trèbes et du quartier de l'Opéra à Paris? La commission des lois vient de créer un groupe de travail avec cette question. Les moyens des services de renseignement sont-ils adaptés aux individus faisant l'objet d'une fiche S? Elisabeth Borne, auditionnée au Sénat, la ministre des Transports est entendue par les sénateurs sur la réforme ferroviaire. Le texte sera examiné en séance le 29 mai. Elle a promis d'inscrire dans la loi l'incessibilité pour couper court aux rumeurs de privatisation de la SNCF. Vous l'entendrez dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Ironie du calendrier, c'est au lendemain de la condamnation en appel de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment que le Sénat examine en ce moment même une proposition de loi socialiste pour renforcer les poursuites contre les infractions financières en supprimant le verrou de Bercy, un régime dérogatoire qui attribue le monopole des poursuites pénales au ministre du Budget, Marie Brémaud. Et revoilà le verrou de Bercy au Sénat. Les sénateurs socialistes souhaitent à nouveau la suppression de ce monopole accordé au fisc de transmettre ou pas les dossiers fiscaux à la justice. Une proposition de loi a donc été pour la 4e fois déposée devant la Haute Assemblée. Et lorsqu'une infraction aussi grave que la fraude fiscale ne peut pas être poursuivie, si une administration ne le veut pas, c'est très choquant pour les principes et c'est un problème effectivement d'égalité du justiciable. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas très exactement comment les choses se passent. Actuellement, toute fraude fiscale relevée est examinée par la Commission des infractions fiscales, composée de magistrats et de conseillers d'État et à la Cour des comptes. C'est ce collège qui décide si les dossiers sélectionnés par le fisc nécessitent ou non d'être transmis à la justice. Et dans les faits, sur les 4000 fautes lourdes constatées par l'administration, environ 900 sont transmises au parquet. Faire sauter purement et simplement le filtre détenu par Bercy, le ministre des Comptes publics ne veut pas en entendre parler, même s'il est prêt à quelques aménagements. Que ce soit le Parlement qui décide, qui mette les critères, qui mette les montants, qui dit si lorsqu'on est député, ministre, lorsqu'on a une responsabilité particulière, on a un facteur aggravant de transmission à la justice, et bien ce sera plus démocratique que le Parlement décide que la Direction générale des finances publiques. Et donc pour l'instant on ne touche pas au verrou de Bercy. Bah si, c'est ce que je propose, que les clés du verrou soient données au Parlement. Pour les sénateurs socialistes comme pour bon nombre de magistrats, cette proposition ne va pas assez loin. Et on prend la direction de l'hémicycle. Nous attend Tam Tranui. Bonjour Tam. La séance a débuté. L'examen de cette proposition de loi, on le disait, qui vise à supprimer le verrou de Bercy, a été déposé par les sénateurs socialistes. Et première surprise, ce n'est pas Gérald Darmanin qui est là, c'est Olivier Dussopt. Et oui, une petite déception, c'est Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics qui représente donc aujourd'hui le gouvernement dans l'hémicycle. Il s'exprime en ce moment même derrière moi et on regrette effectivement l'absence de Gérald Darmanin, le ministre qui lui-même prépare une loi sur la question de la fraude fiscale. Or, le problème, c'est que dans cette loi, il n'était guère question du verrou de Bercy. Enfin, jusque-là, en tout cas, c'est ce que disent les socialistes avec cette proposition de loi débattue cet après-midi. Il voulait faire comme une piqûre de rappel au gouvernement. Ce fameux verrou de Bercy est jugé source d'opacité, source d'inégalité. Je rappelle que, il prévoit le monopole de Bercy pour les poursuites pénales en matière de fraude fiscale. Et cela, au lendemain du procès de Jérôme Cahuzac en appel pour fraude fiscale et après la condamnation de l'ex-ministre du Budget. Et d'ailleurs, Marie-Pierre de La Gontrie, à l'origine de ce texte, en a fait mention en ouverture de la discussion générale. Le 2 avril 2013, celui-là même qui était assis à ce banc parfois, chargé quelques mois plus tôt par le Premier ministre de redresser les comptes publics et de lutter contre l'évasion fiscale. Ce jour-là, le 2 avril 2013, Jérôme Cahuzac reconnaissait détenir des fonds non déclarés
sur un compte bancaire en Suisse puis à Singapour. Nous le savons, l'histoire de la lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption progresse souvent par crise. Crise de confiance d'abord. Ce coup porté à la démocratie, ébranlant l'opinion, a agi comme un électrochoc et a ouvert la voie à des avancées majeures dans la lutte contre la fraude fiscale et la transparence de la vie publique. La sénatrice s'appuie donc sur cet événement pour montrer combien l'opinion publique a changé sur ce sujet et combien il devient urgent de légiférer. Au sein de La République En Marche même, il y a débat. Certains sont aussi sur la même ligne qu'elle. Et d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure Gérald Darmanin dans le reportage. Il est prêt à évoluer sur cette question. Il veut confier, il l'a dit, les clés du verrou au Parlement. D'ailleurs, Olivier Dussopt vient de le répéter à l'instant. Insuffisant donc pour les socialistes qui veulent aller beaucoup plus loin. Je rappelle les votes unanimes du Sénat pour supprimer ce fameux verrou de Bercy en 2013, 2016, 2017. Eh bien, sachez que cela pourrait être beaucoup plus compliqué cette fois-ci. Il est clair que cette proposition de loi ne devrait pas être adoptée car la droite ne l'a pas votée en commission. Et tout à l'heure, le rapporteur LR, Jérôme Bascher, a expliqué cette position. Il souhaite reporter tous les débats sur le verrou de Bercy au prochain projet de loi du ministre. Merci à vous, Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et on retrouve sur ce sujet du verrou de Bercy Saveria Rojek avec votre première invitée aujourd'hui. C'est la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. Absolument. Bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Vous co-signez cette proposition de loi qui vise donc à supprimer ce régime dérogatoire. Pourquoi d'abord est-ce si difficile de supprimer ce fameux verrou de Bercy alors que je le rappelle, nous sommes la France est le dernier pays en Europe à conserver un tel régime dérogatoire. Écoutez, je crois que c'est difficile parce que les tenants du verrou de Bercy campent sur une position comme quoi ce verrou garantirait l'efficacité, le fait de recouvrer les fraudes. Or, c'est inexact. Aujourd'hui, on ne recouvre qu'environ 5% du montant estimé de la fraude globale. Donc je crois maintenant qu'il faut entendre cela et entendre aussi la voix des citoyens, la voix des ONG, la voix des médias qui exigent que ce régime spécial à notre pays soit abrogé et pour qu'enfin tous les justiciables qui commettent des délits, y compris les plus fortunés, puissent passer devant le juge. Vous l'avez dit, un des arguments du gouvernement, c'est de dire que Bercy est plus efficace dans le recouvrement de l'impôt. Ça, c'est pas du tout un argument valable pour vous, l'efficacité de Bercy dans le recouvrement de l'impôt? Écoutez, il y a de nombreux rapports qui estiment à entre 60 et 80 milliards d'euros par an le montant de la fraude. Or, on recouvre 4 milliards par an de par les sanctions administratives et le recouvrement. Donc si vous trouvez que c'est efficace, moi je ne trouve pas. Je pense que le système tel qu'il existe, il n'est pas du tout dissuasif et donc chaque année, les gens qui fraudent continuent de frauder. Ils ne sont jamais pris. Alors on l'a vu dans le sujet qui vient d'être diffusé, le sujet de Marie Brémaud, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin le gouvernement prône des aménagements et non pas la suppression du verrou de Bercy. Est-ce que ces aménagements ne seraient pas suffisants à votre sens? Alors à mon sens, ils ne sont pas suffisants. Alors il reste quand même à les examiner précisément et pour l'instant on est sur notre fin. S'il s'agit d'aménager en transmettant automatiquement les 4000 cas les plus graves à l'autorité judiciaire, ce serait déjà une grande avancée. Mais s'il s'agit uniquement d'aller vérifier pourquoi ils ne sont pas transmis comme ça, une fois de temps en temps, par on ne sait pas qui, alors effectivement, le compte n'y sera pas. Alors on l'a dit, sur 4000 fautes lourdes constatées par l'administration, environ 900 uniquement sont transmises au parquet. Pourquoi si peu? Pourquoi 1 sur 4? C'est un chiffre intangible, parce que la commission des infractions fiscales qui sert de filtre ne peut traiter que 1000 dossiers par an. Donc on lui en confie 1000 et je dirais, elle n'en considère que 5 ou 10% qui ne peuvent pas aller. Donc ce chiffre n'est pas du tout dû à la gravité aucunement. De la faute et il n'est aucunement commise. lié à l'évolution, c'est-à-dire qu'on peut penser quand même avec tous les scandales qu'il y a une aggravation de la situation au regard de la fraude fiscale. Parce qu'il y a aussi tout un tas de pays, de paradis fiscaux qui se développent, de cabinets d'avocats et autres qui proposent des tas de choses pour optimiser fiscalement. Et donc ça se développe. Et nous restons toujours avec le même nombre de contrôles fiscaux, avec le même nombre de dossiers transmis à la CIF, avec le même nombre de dossiers transmis aux tribunaux. Pourquoi vous pensez fondamentalement que Bercy veut conserver ce monopole des poursuites pénales ? Pourquoi ? Écoutez, je ne suis pas à la place de Bercy. Je pense que il y a des jeux d'intérêts, des conflits d'intérêts, des lobbies qui sont à l'œuvre. De Bercy, les contrôleurs font un excellent travail.
Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux. Je pense que malgré ce qui est dit, le contrôle fiscal n'a pas été sanctuarisé. Il y a eu des baisses de postes. Donc ça nécessiterait, à mon sens, si on veut vraiment lutter contre la fraude fiscale, des moyens supplémentaires à Bercy et des moyens supplémentaires à la justice pour avoir un dispositif efficace et dissuasif. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous, Saverien. Le Sénat a examiné ce matin en commission la loi de programmation militaire, un texte dans lequel les sénateurs ont décidé d'intégrer des dispositions pour un meilleur contrôle parlementaire des services de renseignement. Explication Audrey Vitez. Nous sommes le 7 novembre 2017, coup de filet antiterroriste. Plusieurs hommes qui projetaient un attentat en France sont interpellés près de Menton. Résultat du travail du renseignement français qui a déjoué 22 attentats ces 15 derniers mois. Un travail qui se fait en toute transparence. Le Sénat et l'Assemblée, via une délégation commune, ont un droit de regard sur toutes les opérations et sur leur financement, en gardant évidemment le secret défense. Problème, ces informations parviennent aux parlementaires après coup. Il voudrait changer cela. Le contexte international que chacun connaît, les risques que le pays porte en matière d'attentats, fait que nous avons besoin d'avoir une information quasi, peut-être pas permanente, mais assez rapide, et surtout sur le caractère immédiat des choses. Pour cela, la droite sénatoriale vient de déposer une proposition de loi dans laquelle elle demande aussi la possibilité de pouvoir interroger directement des chefs de service ou des agents, alors qu'aujourd'hui ils ne peuvent venir qu'accompagner les directeurs généraux, pour faire très simple. Les sénateurs de la délégation spéciale souhaiteraient aussi recevoir systématiquement les rapports internes des renseignements, rapports communiqués pour l'instant au gouvernement. Ainsi, la délégation gagnerait en maturité à la manière des délégations d'autres pays européens, comme l'Italie ou la Grande-Bretagne. Et pour aller plus vite, les sénateurs profitent d'un agenda favorable. Leur proposition de loi pourrait devenir un amendement de la loi de programmation militaire, examiné dès aujourd'hui en commission. Ainsi, le nouveau contrôle du Parlement serait mis en place dès 2019. Et on va retrouver Saverien Rejec avec Christian Cambon. C'est le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense ici au Sénat pour une réaction justement à cette demande de la délégation parlementaire au renseignement. Absolument. Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous signez donc cette proposition de loi qui vise à renforcer le contrôle du Parlement sur les services de renseignement. Pourquoi ce texte est-il nécessaire ? Ce texte est nécessaire parce que, d'une part, le Parlement, au moment où nous allons voter la loi de programmation militaire, souhaite approfondir, élargir ses prérogatives en matière de contrôle des services de renseignement, et parce que l'importance du renseignement va être de plus en plus grande compte tenu de l'ensemble du contexte international. On voit bien dans les efforts budgétaires qui vont être faits que les services de renseignement vont accroître leurs effectifs, leurs opérations, et nous avons besoin de savoir exactement ce qui s'y passe. Aujourd'hui, le contrôle du Parlement sur ces services de renseignement, il n'est pas suffisant, c'est le sentiment que vous avez ? Il se fait à travers ce qu'on appelle la délégation parlementaire au renseignement, qui est un ensemble de quelques députés et sénateurs, mais qui ne permettait pas de porter sur l'ensemble de l'activité du service de renseignement. De la même manière, on ne pouvait pas entendre tous les agents des services de renseignement ou se faire communiquer la liste des rapports. C'est ce que nous demandons, sans toutefois, bien évidemment, gêner leur activité. Alors justement, précisément, de quelle façon ce contrôle pourrait être amélioré ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement dans cette proposition de loi ? Nous demandons, à travers cette proposition de loi, que notre contrôle s'étende jusqu'aux procédures qui sont mises en œuvre, aux opérations. Bien évidemment, encore une fois, sans interrompre ou aller à l'encontre d'opérations qui sont en cours, mais simplement pour voir si l'adéquation entre les moyens, les crédits sont bien justifiés. Et donc c'est le travail tout à fait normal du Parlement dans n'importe quelle démocratie. Et alors justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour aller très vite, cette proposition de loi, elle pourrait devenir un amendement de la future loi de programmation militaire. En clair, ce nouveau contrôle du Parlement, il pourrait être mis en place dès l'année prochaine. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement la Commission de la Défense ce matin que je présidais a adopté à l'unanimité cet amendement. Vous savez, c'est une vieille revendication du Parlement d'améliorer son contrôle. Depuis 2007, on entend parler de cette histoire. Et bien, un peu plus de 10 ans plus tard, on arrive à ce dépôt de proposition de loi. Et je pense qu'avec le gouvernement, on va trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire adopter ces dispositions. Bon, mais très bien. Merci beaucoup. Merci Christian Cambon d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup.
Merci à vous, Saveria. Un plan de rattrapage pour le département de Mayotte. Le gouvernement a débloqué 1,3 milliard d'euros pour la sécurité, la santé, l'éducation ou encore le logement. C'est la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui l'a annoncé sur place alors qu'un séisme vient de frapper cette île française. C'est le Sixou. Mayotte au bord de l'implosion. C'était il y a 2 mois. Les habitants du département, lassés par les problèmes d'insécurité mais aussi par la crise sociale qui touche l'île, ont manifesté pendant plusieurs semaines. Répondre à la détresse des habitants de l'île, c'est l'objectif d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Hier, elle a présenté un plan de rattrapage où seront menées 53 actions. Elle a surtout mis sur la table 1,3 milliard d'euros sur 5 ans. Une bonne nouvelle pour le sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Souaïdi, même si sa mise en application l'inquiète. Il faut monter les projets, il faut les réaliser. Et avec ce plan, il faudra le faire en un temps record. Donc comment faire, avec quelle ingénierie exceptionnelle par rapport à l'ingénierie de tous les jours. Voilà, ce sont des questions qui, certes, qui me rendent moins joyeux, en tout cas interrogatif, parce que je me dis mais comment nous allons faire avec le temps qui reste d'ici la fin du quinquennat pour réaliser ces belles mesures. Le plan prévoit, outre le renforcement des forces de police, des mesures pour l'éducation avec 500 millions d'euros pour les constructions scolaires, mais aussi l'embauche de 500 personnes. Et pour l'habitat, dont le budget sera augmenté de 50% et 400 logements sociaux construits. Enfin, l'État prévoit la création de crèches et d'établissements pour personnes âgées. On en vient maintenant à notre page consacrée au département, un échelon territorial qui a survécu à la loi NOTRe, mais qui n'a pourtant pas échappé aux mutations impliquées par cette nouvelle organisation du territoire. Ses compétences ont en effet été élargies, mais se pose aujourd'hui la question des ressources de ces collectivités. L'ADF organisait une rencontre sur ce thème ce matin. Héloïse Grégoire. Les départements, une structure d'avenir, aujourd'hui dans une impasse. Ce cri d'alarme, c'est celui des présidents des départements. Ils se sont réunis ce matin pour échanger et faire le point sur leur mutualisation. Et selon eux, fusionner les collectivités est un moyen de pallier la baisse des dotations de l'État. Les départements aujourd'hui sont très contraints financièrement, notamment du fait des dépenses sociales qui augmentent et dépenses sociales qui ne sont pas compensées suffisamment par l'État. De ce fait-là, notre capacité à agir diminue et c'est bien là le nœud du problème. L'exécutif cherche à contrôler les dépenses des collectivités, ce qui agace certains élus qui dénoncent une recentralisation massive de la part de l'État. Nous avons protesté, les présidents de départements, les présidents de régions, les maires des communes, nous avons protesté contre une recentralisation rampante. Et en particulier, nous allons le dire demain à Matignon, puisqu'il y a une réunion de l'instance de dialogue qui précède la conférence nationale des territoires, nous n'accepterions pas une réforme fiscale qui remettrait en cause notre autonomie fiscale. Rendez-vous demain à Matignon pour préparer la prochaine conférence nationale des territoires qui aura lieu dans 2 mois. En attendant, les 3 grandes associations d'élus ont menacé de boycotter cette seconde édition. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Chavrier. Bonjour, merci à vous. Vous êtes professeure de droit public à Panthéon-Sorbonne. Vous êtes avocate au cabinet Fidal. Merci d'être avec nous. Olivier Richefou est également sur ce plateau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président UDI du Conseil départemental de la Mayenne. Bienvenue à vous. Philippe Grosvalet est également sur ce plateau. Bonjour. Président PS du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Et j'accueille enfin Frédéric Bierry. Bonjour. Vous êtes le président LR du Conseil départemental du Bas-Rhin. Vous êtes par ailleurs président de la Commission Solidarité et Affaires sociales de Département de France. Première question pour vous, justement, Frédéric Bierry, puisqu'on a entendu ce thème ce matin avec cette réunion à Paris. C'est le département, on peut dire toujours que c'est une structure d'avenir, mais qui est dans une impasse ? Alors, bien évidemment, nous sommes à la fois une collectivité très moderne, qui a su évoluer au regard des besoins de nos concitoyens. On est dans une collectivité à taille humaine. On dit souvent qu'on est des élus à portée d'engueulade, donc on est proche de nos concitoyens. On est souvent un rempart face à toutes les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Alors après, on se retrouve confronté à une difficulté, c'est que l'État fait de plus en plus peser les efforts de solidarité nationale sur les départements. Alors on a à la fois des enjeux liés au vieillissement, des enjeux liés à l'insertion des personnes en situation en précarité.
Et face à ces enjeux-là, on a des contraintes budgétaires de plus en plus fortes et des recettes qui s'atténuent. Donc on est face à des difficultés, effectivement, pour faire face à cette équation. Philippe Grosvalet, c'est le principal défi aujourd'hui des départements, cette menace qui pèse sur leur autonomie fiscale et aussi ces difficultés de financement de leur mission première en matière de solidarité, ça a été rappelé. Je crois qu'il y a des défis plus importants à relever dans notre pays. On évoque souvent celui du vieillissement, celui du handicap, celui de l'éducation, celui des mobilités, celui des grands flux. Et je pense que les départements sont justement à la bonne échelle. Contrairement à ce que l'on a prétendu un temps, c'est une bonne échelle. Pourquoi ? Parce que on voudrait nous faire croire que tout ce qui est grand, les métropoles, les grandes régions, seraient de nature à faire face à ces défis. Au contraire, ces défis doivent se faire justement dans la coopération entre les différents niveaux de collectivités locales et pas dans l'opposition. Et ces beaux défis que nous avons à relever, eh bien, nous avons pour nous, notre histoire, nos savoir-faire, nos compétences, nos agents qui sont tout à fait aptes à relever ces défis. Au fond, nous agissons de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et donc ce défi-là est un défi merveilleux à relever. Et pourtant l'existence du département, on le disait, ça a été un temps menacé, notamment par la loi NOTRe. Dans un premier temps, on voulait supprimer cet échelon départemental. Aujourd'hui, comment on fait pour rééquilibrer le département, ça a été rappelé encore une fois, face au poids des métropoles et des régions? On a connu effectivement, sans faire de mauvais jeu de mots, une valse à plusieurs temps, puisque le gouvernement qui était présidé par M. Valls voulait nous supprimer. Avant de nous rétablir. Et je crois qu'il a eu raison de nous rétablir parce que, comme ça a été dit à l'instant, nous accomplissons tous les jours des missions indispensables à nos concitoyens. Et c'est la raison de notre existence d'ailleurs. Si nous n'avions pas de rôle utile à nos concitoyens, nous n'aurions pas de raison d'exister. Je crois qu'en revanche, on ne peut pas rester immobile. Dans un monde où tout bouge, il faut aussi que nous bougions. Et c'était l'objet de nos discussions ce matin. Oui. Géraldine Chabrier, on voit cette difficulté aujourd'hui des départements à trouver finalement leur place dans cette nouvelle organisation territoriale face au poids grandissant des métropoles et des régions. Est-ce qu'ils y parviennent selon vous ? Oui, ils sont en train de se repositionner. Les départements sont actuellement extrêmement innovants. Ils utilisent de vieilles techniques juridiques comme les ententes interdépartementales, les établissements publics interdépartementaux. Ils essaient de mutualiser, de coopérer. Ils utilisent énormément ce qui reste de compétences pour se renforcer. Ils ont la compétence chef de file en matière de solidarité territoriale. Et pour eux, c'est une très bonne façon de se repositionner, notamment par rapport aux métropoles, parce que tout ce qui concerne les villes rurales, petites et moyennes, sont parfois un petit peu abîmées par le développement de la métropole et c'est la place du département. Donc c'est un nouveau relationnel, aussi bien en termes d'exercice des compétences, où ils vont se renforcer sur leur cœur de métier, et en termes de coopération et de mutualisation qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Ouais, on viendra sur cette question de la mutualisation dans un instant. Est-ce qu'il y a une recentralisation rampante? C'est ce qu'a dit ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher, une tentation pour l'exécutif justement d'avoir la main mise sur les départements? Alors, on est dans une situation un petit peu où il y a un certain... On ne sait pas trop où on va aller. On a l'impression parfois qu'on est écouté par le gouvernement quand il parle de pacte girondin. Et nous, alors ça nous convient bien parce qu'on pense qu'aujourd'hui, face aux enjeux de la société de proximité, eh bien, les départements, avec le bloc communal, ont un rôle à jouer majeur. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on attend des preuves d'amour. C'est-à-dire qu'on nous déclare la flamme au pacte girondin, mais aujourd'hui, on voudrait que ça puisse être mis en œuvre concrètement, qu'on nous fasse réellement confiance. Ça passerait par quoi, ces preuves d'amour, Frédéric? Écoutez, alors, il faut retrouver la capacité à agir. Nous, on a la capacité à agir, c'est trois conditions. Le droit à agir. Aujourd'hui, sur des champs comme l'économique, c'est important pour nous de pouvoir agir dans l'économie de proximité, dans l'écosystème de l'entreprise. C'est les moyens à agir. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une vraie difficulté. Et la maîtrise des moyens à agir, l'autonomie financière. C'est à ces trois conditions-là que les preuves d'amour sont remplies. Vous êtes d'accord, Philippe Grosvalet? Oh, c'est un débat vieux comme le monde. Et oui, je pense qu'il y a de tout temps eu la volonté de recentraliser de la part de l'État. Et il y a eu un grand événement en France qui était les premières lois de décentralisation sous l'égide de Pierre Mauroy. Ces lois de décentralisation ont amené un progrès extraordinaire, 40 ans de progrès local en France qui est lié à la décentralisation. Et moi, je répète souvent, la décentralisation, c'est un projet. C'est un projet politique, c'est un projet démocratique. Et depuis quelques années,
Mais quels qu'aient été les gouvernements, de droite et de gauche, on a voulu nous faire croire que c'était un simple mécano institutionnel. Et à force de développer ce mécano, eh bien, on a opposé entre eux les différents niveaux de collectivité locale plutôt que de parler de progrès. Or, les grands défis que j'évoquais tout à l'heure méritent véritablement un autre sort et la décentralisation, là où les citoyens peuvent décider plus proche de leurs préoccupations, c'est un gros projet politique en soi. Et actuellement, il y a une remise en cause forte, à la fois politique, à la fois administrative, de notre autonomie et de la décentralisation. Alors, avant de vous donner la parole, Olivier Richoux, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Raffarin, puisque lui aussi, eh bien, en tant qu'ancien ministre, a contribué à cet acte 3 de la décentralisation. Il était à l'invité hier de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de décentralisation. Je pense que l'équipe politique a réussi beaucoup de choses. C'est une équipe réformatrice. Il y a des choses qui sont très positives, mais il y a un sujet sur lequel on sent que le pouvoir n'a pas encore trouvé ses marques. C'est les relations avec le territoire, la cohésion sociale, la cohésion territoriale. Cohésion sociale et cohésion territoriale. La France, c'est quand même du cristal. Ça demande d'être vraiment traité avec une grande sensibilité. Sensibilité sociale, sensibilité territoriale. Et ça, il faut faire attention parce que ça risquerait d'être finalement le point de fragilité d'un système qui se veut réformateur, dynamique et actif, mais qui toucherait le cristal d'un peu trop près. Olivier Richoux, sans pousser la métaphore du cristal. C'est une belle expression. Oui. Le cristal est une belle expression. Je crois qu'effectivement, on est dans une situation de très grande fragilité. On voit bien qu'il y a une montée en puissance des métropoles nécessaire face aux enjeux internationaux, y compris vis-à-vis de nos entreprises. Mais on constate aujourd'hui une vraie fracture avec à la fois les quartiers périphériques dans les grandes villes, mais aussi, je crois, avec les territoires plus ruraux. Donc il nous faut retrouver un équilibre, et les départements sont une structure qui permettra de retrouver, qui permettront ces départements de retrouver cet équilibre nécessaire, car aujourd'hui, cette fracture, on la ressent. Un département comme la Mayenne, qui est un département rural, a un sentiment d'abandon. Donc il faut gommer ce sentiment d'abandon, refaire confiance aux élus. Je dis refaire confiance car je crois qu'effectivement, le gouvernement actuel ne fait pas assez confiance aux élus locaux. Et pourtant, il y a beaucoup de gestes envers les élus locaux. Géraldine Chavrier, on voit ces conférences des territoires. Il y en aura une à Matignon. Demain, la plupart des ministres du gouvernement seront sur le terrain, justement, à l'écoute des citoyens. Comment vous évalueriez, vous, le lien, justement, entre les territoires et le gouvernement actuellement ? Et il est assez contradictoire. Il y a des propos, la révision constitutionnelle notamment qui est annoncée, annonce quand même un pouvoir d'adaptation des lois et des règlements au territoire, ce qui est attendu depuis des années, ce qui veut dire qu'il y a une confiance certaine qui y apparaît accordée au territoire. Et puis d'un autre côté, quand on regarde quand même la façon dont les choses sont mises en œuvre, l'État est en permanence à la manœuvre. On dirait qu'il y a un manque de confiance dans la maturité des collectivités territoriales. Quand vous parlez des conférences territoriales d'action publique et non pas la conférence nationale, on la crée pour une coordination locale, pour une intelligence locale, mais la loi a vraiment déjà bien fixé le cadre de ces TAP, les instructions derrière nous expliquent quasiment quel doit être le règlement intérieur. Il y a un manque de confiance, mais il y a des initiatives, donc en fait c'est l'histoire de la décentralisation, c'est-à-dire la conscience qu'il faut décentraliser, qu'il faut faire confiance au territoire, et la peur du niveau étatique de les laisser effectivement s'exprimer et de laisser peut-être une désorganisation complètement fantasmée sur le territoire. Mais elle est là, cette recentralisation rampante, telle que l'a décrit Gérard Larcher ? Oui, elle est là notamment en matière financière, c'est-à-dire que vous pourrez annoncer toutes les améliorations que vous voudrez en termes de compétences, tant que sur un plan financier, les collectivités territoriales n'auront aucune autonomie fiscale, même limitée, mais conserver des taxes où ils vont pouvoir avoir la maîtrise des taux, la libre administration sera de façade. L'État continue à charger de plus en plus les collectivités territoriales, ne leur donne pas les moyens financiers d'opérer réellement ces compétences. Par ailleurs, les textes nationaux sont toujours aussi précis, de la loi au règlement jusqu'à l'instruction. Donc on est encore très loin du compte. Et la recentralisation,
décentralisation, elle apparaît dans beaucoup de domaines. Je pense notamment, là c'est plus les départements, mais c'est pour vous montrer le mouvement. Concernant le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l'État revient en puissance en matière d'apprentissage, alors qu'on pensait que c'était acquis pour la décentralisation. Aux grandes dames des régions. Alors dans ce contexte, les départements ont décidé de s'allier. Ils expérimentent à certains endroits la mutualisation des services. C'est le cas dans la Sarthe, mais aussi en Maine-et-Loire, où il n'y a désormais plus qu'un seul laboratoire d'analyse pour surveiller la sécurité alimentaire, la santé animale ou l'environnement. C'est un reportage de Fabien Recker. C'est un contrôle de routine. Dans cette cantine scolaire du Mans, Charline Pinault effectue des prélèvements qui vont être analysés en laboratoire. Je vais contrôler un plat et je vais faire 2 contrôles de surface. Donc j'ai vu avec le chef, donc en général on prend des plats, le fait maison. La sécurité alimentaire fait partie des missions de service public confiées à Innovalis. Ce laboratoire public interdépartemental est le fruit d'une mutualisation entre la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Il y a 4 ans, les 3 collectivités ont décidé de fusionner leurs équipements respectifs et de mutualiser leurs dépenses. La mutualisation dans ce type d'infrastructure et d'équipement, c'est évidemment de faire des opérations d'achat en commun qui nous permettent de réduire les coûts, de ne pas avoir la réplique de plusieurs appareils qui sont inutiles dans chaque département, mais utiles à l'ensemble des départements. Et donc là aussi, c'est une source d'économie indiscutable. Comme pour l'achat de cette machine fabriquée au Japon, capable de détecter la présence de pesticides dans l'eau au millième de gramme près. Son coût, 250 000 €, réparti entre les 3 départements. Achat groupé, numérisation des archives ou tourisme fluvial, Sarthe et Maine-et-Loire multiplient les coopérations, associant également la Mayenne. Une solidarité qui répond à la baisse des dotations de l'État et à l'augmentation des dépenses sociales. De là à parler de fusion, il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, c'est un mot un peu tabou qui fait peur. Bon, il faut donc d'abord aller pas à pas. Et je pense que plus les mutualisations seront effectives et on s'apercevra que c'est bénéfique pour tout le monde, plus les coopérations vont se développer dans tous les domaines, on peut aboutir un jour, ou pas, mais on peut aboutir un jour à des fusions. Il faut qu'une identité se dégage. Fusion ou pas, pour cet élu du Maine-et-Loire, membre de l'opposition départementale, la voie de la mutualisation devra être engagée plus courageusement. Nous, on pense qu'il faut effectivement aller plus loin en matière de mutualisation, de coopération, pas uniquement avec les départements, aussi avec les intercommunalités, aussi avec la région, et pas de manière cosmétique pour 1 ou 2% du budget. Il faut qu'on dégage 10, 15, 20% de marge de manœuvre supplémentaire si on veut simplement pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens. Confrontés au développement de la métropole nantaise, ces départements s'interrogent en tout cas sur leur avenir. Une certitude, ils doivent désormais s'allier pour peser. Olivier Richefou, ça a été facile à mettre en place, cette expérimentation, ce laboratoire unique commun à tous ces départements? Alors je ne suis pas le mieux passé pour en parler puisque nous n'en faisons pas partie actuellement. Alors... Voilà. Et c'est plutôt Philippe Grosvalet qui pourra en parler. Oui. Mais je crois qu'en revanche, on a entamé avec la Sarthe et le Maine-et-Loire sur d'autres sujets. Ça a été évoqué notamment sur le tourisme fluvial, qui est sans doute anecdotique, mais c'est un symbole. Ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels nos 3 départements se rassemblent. Nous venons d'enchaîner sur tout ce qui est archivage numérique. Nous nous apprêtons sur des sujets plus techniques également à travailler ensemble. Moi, je crois qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Et puis, comme l'a très bien dit Christian Gillet, mon collègue du Maine-et-Loire, c'est étape par étape. Voilà, on va commencer à travailler ensemble, on va mieux se connaître, mieux s'apprécier. Puis quand on s'apprécie, on finit quelquefois par aller au-delà des simples fiançailles. Ouais, c'est envisageable ce type de fusion. Et puis cette question, est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que ça prend du temps? Comment ça s'est passé? La question n'est pas de savoir si c'est facile ou pas facile. Rien n'est jamais facile. La question, c'est de dire à nos concitoyens à quoi ça sert un laboratoire public et pourquoi nous nous sommes alliés pour faire survivre ces laboratoires publics qui sont des outils de protection de nos populations, qui sont des outils de développement économique pour l'agriculture et qui sont aussi des outils de protection sanitaire en cas de grave crise. C'est un laboratoire public. Et pour résister aux logiques qui tendaient à nous faire disparaître, nous sommes alliés dans un premier temps et très vite nous avons décidé de fusionner pour être
parmi les premiers laboratoires de France et même d'Europe en termes de qualité, mais aussi en termes de rentabilité économique. Donc nous faisons la démonstration que à la fois nous rendons une mission de service public, mais qu'en même temps nous sommes conscients de l'usage des deniers publics et économes. Frédéric Bierry, il y a toujours un peu de tabou à parler de fusion. On sait aussi que le gouvernement vous demande à réfléchir à la création d'un département unique en Alsace. Alors, il y a d'abord l'enjeu du bon périmètre de l'action publique, qui doit répondre, dans mon sens, à plusieurs conditions. D'abord, un sentiment d'appartenance, l'efficacité de l'action publique et ça fasse levier de développement. Nous, en Alsace, les deux départements du Bas-Rhin et du Rhône, on a l'habitude de travailler ensemble de longue date. On a déjà, d'ailleurs, fusionné nos agences touristiques. Parce qu'il y avait une agence touristique Haut-Rhin, une agence touristique Bas-Rhin. Pour nous, alors le Haut-Rhin étant en bas, le Bas-Rhin étant en haut, l'enjeu c'est l'Alsace. C'est là qu'il y avait une vraie identité touristique. Donc on a fusionné parce que ça avait du sens, nos agences. Aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble à créer une collectivité à statut particulier qui fédérerait à la fois les compétences des deux départements, mais des compétences aussi de l'État qui ont du sens, puisque nous voulons construire une eurocollectivité d'Alsace, puisque notre enjeu, nous, il est rhénan, parce qu'il y a un potentiel de développement économique autour de l'espace du Rhin supérieur, et donc on veut aller beaucoup plus loin que la fusion. Parce qu'au-delà des enjeux de défendre telle ou telle collectivité, ce qui est important avant tout, c'est l'efficacité de l'action publique au service du développement de notre territoire. Géraldine Chavary, quel regard portez-vous sur ce reportage, sur ces expérimentations, ces mutualisations? Ça va dans le sens de l'histoire, c'est inéluctable? Ah oui, de toute façon, le département aujourd'hui est contraint à un repositionnement local. Donc, il doit, d'une part, retrouver des marges de manœuvre financières et donc mutualiser. Et il doit s'interroger sur la façon dont, localement, il peut le mieux survivre en fonction des acteurs locaux. Face à une métropole, quelle est la relation avec la métropole? Est-ce qu'on va aller jusqu'à une fusion de départements et de métropole? Est-ce qu'on va aller vers des collaborations contractuelles? Les départements eux-mêmes peuvent s'interroger en fonction, là encore, de la circonstance locale. Je pense notamment dans la métropole de Paris, vous avez des projets de fusion du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine parce qu'il faut peser face au sein de la métropole. Donc, c'est l'avenir parce que c'est l'adaptation, c'est... Maintenant, nous avons des acteurs locaux qui sont en train de se mettre en place et chacun doit choisir la façon d'évoluer et les coopérations institutionnelles sont envisageables, les fusions sont envisageables, la simple mutualisation des services est envisageable. Tout est ouvert aujourd'hui et c'est ce que ont parfaitement compris les départements et ce matin, nous avons pu voir à quel point ils se sont engagés dans ce mouvement et c'est probablement la clé de survie du département. Survie, car qui dit fusion dit risque de disparition, Olivier Richefou? Oui, moi je crois d'abord que les départements ont un rôle à jouer dans la coordination de l'action vis-à-vis des communautés de communes. C'est d'abord un axe important d'action des départements qui joue ce rôle de proximité vis-à-vis des territoires infra, si j'ose dire. Et puis face à des régions qui ont bougé, face à la montée en puissance de ces communautés de communes, je crois qu'il faut aussi que l'on soit innovant et qu'on accepte de bouger. On demande à nos partenaires de mutualiser quelquefois, on le demande à nos amis pompiers, on le demande aussi aux structures qui travaillent pour nous dans le secteur de l'enfance ou des personnes âgées. Mais il faut que nous aussi, on mutualise un certain nombre de nos fonctions support. Et je ne crois pas qu'il faille que l'on attende que l'État nous donne les règles du jeu. À nous de nous saisir de ces opportunités, des marges de manœuvre que nous avons encore pour évoluer dans un monde qui évolue. Il n'y a pas d'encouragement de l'État à cette mutualisation des services, Philippe Grosvalet? Non, non, aucune. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos départements sont aussi devenus des assembliers des politiques publiques, des territoires. Et que ce rôle entre des régions devenues plus grandes ou des grandes villes ou des métropoles, ce rôle d'assemblier pour faire vivre ensemble les territoires urbains, les territoires ruraux, les régions, les départements, les communes, eh bien ce rôle d'assemblier est important pour les départements. Et pour que ce rôle soit reconnu, il faudrait, comme l'a dit Madame, qu'il y ait de la confiance. Mais il faudrait aussi qu'il y ait du respect envers nos collectivités. Retrouver la confiance entre l'État et les collectivités, entre les citoyens et les élus, entre le monde économique et le monde politique. Voilà, je crois, un beau défi pour notre pays.
Peut-être une question pour vous, Frédéric Bierry, puisqu'on a abordé aussi les questions de fiscalité locale. On sait que le gouvernement veut supprimer la taxe d'habitation. Il y a des pistes qui sont à l'étude justement pour peut-être transférer une partie de ces taxes au département. Ça serait bienvenu, ça serait une nouvelle ressource pour vous? Alors aujourd'hui, on évoque surtout la possibilité que les taxes la taxe foncière touchée par les départements partent en direction des communes. Donc c'est plutôt une logique perdante pour les départements. Nous, c'est important de conserver une autonomie fiscale. Et donc, aujourd'hui, pour cela, la taxe foncière est un des éléments, pas suffisant, certes, mais si on était amené encore à perdre une part de notre autonomie, je pense qu'on porte atteinte à la démocratie populaire. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une démocratie d'administration où c'est finalement au niveau des administrations centrales qu'on décide de l'avenir d'un territoire. Si nous perdons notre capacité d'autonomie financière, elle est déjà très faible. C'est une part encore de démocratie populaire qui disparaîtrait sur notre territoire. Oui. Sur ce thème, Géraldine Chabrier, est-ce que c'est nécessaire justement de maintenir ce lien aussi avec le contribuable pour bien comprendre cet échelon de proximité qu'est le département dont on parlait au début de ce débat? Alors bon, là, il y a des débats pour savoir s'il faut effectivement que la fiscalité soit directement liée à la vocation du niveau de collectivité territoriale. Je pense qu'en France, c'est particulièrement nécessaire. Je dirais que scientifiquement parlant, rien ne l'oblige, mais le département a une identité forte auprès des usagers, et effectivement, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Mais je trouve qu'on dilue le débat quand on s'interroge sur ces questions-là. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas là. Il est sur la prise en charge d'abord financière de toutes les charges que l'État transfère au département. Je pense par exemple aux mineurs non accompagnés étrangers. On ne peut pas continuer à demander au département de prendre une charge qui ne permet pas pour eux de fonctionner en bonne capacité. Il y a cette question-là, et puis il y a la question, de façon générale, de la définition de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales dans la Constitution. Ce n'est pas une chose qu'on va toucher demain. On peut s'interroger sur, effectivement, est-ce que ce doit être la TVA ou est-ce que ce doit être la taxe foncière? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est est-ce qu'on peut continuer à fonctionner avec des dotations qui diminuent et avec des charges qui sont en augmentation et des ressources sur lesquelles les collectivités territoriales n'ont plus la main. Pourtant, quand on entend le gouvernement, les choses ne vont pas évoluer. Olivier Richoux, il va falloir continuer justement à être imaginatif et à trouver des nouveaux moyens pour faire des économies. Moi, je crois que de toute façon, le constat que l'on fait, c'est que l'État n'a pas d'argent. On le voit bien, ces promesses de supprimer la taxe d'habitation, qui vont coûter 20 milliards, il est dans la difficulté pour trouver des solutions pour les compenser. Donc attendre de l'État qu'il prenne en charge toute l'augmentation de nos dépenses, je crois que c'est vain. Il faut trouver, ceci dit, un juste équilibre. Les départements, c'était nos débats tout à l'heure, au sein du bureau de l'Assemblée des départements de France, que nous avons quitté pour venir vous rejoindre. C'était les débats sur la péréquation que nous pouvons mettre en place. Mais il faut également que le gouvernement fasse un geste, à la fois sur les mineurs non accompagnés, mais aussi, comme vous l'avez dit, bien évidemment, sur la question des compensations des allocations individuelles de solidarité. Oui. Et qu'il fasse un geste au moins équivalent à celui que nous faisons, nous, dans la péréquation que nous mettons en œuvre. Ce débat était déjà présent sous le quinquennat précédent. Il n'y avait pas vraiment eu d'issue favorable justement à la demande des départements de France, Philippe Grosvalet. Oui, je pense que l'État ne peut pas continuer à se retourner vers les citoyens locaux, l'impôt local, c'est-à-dire nos collectivités, pour financer les grands défis que j'évoquais tout à l'heure. On a parlé des grandes migrations internationales et des jeunes, mais on peut parler aussi du vieillissement et des EHPAD, ça fait la une de l'actualité, la question du handicap, la question des personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi, donc de l'insertion. Ces grands défis qui sont du ressort de la solidarité nationale, on ne peut pas comme ça indéfiniment les faire porter par nos collectivités locales et nos seules collectivités locales, au risque de nous faire disparaître simplement par la question financière. Et il y a là un enjeu de solidarité nationale et l'État doit prendre toute sa part. Nous prenons la nôtre, nous continuerons de prendre la nôtre, mais l'État doit prendre toute la sienne. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer les mutualisations, les fusions parfois, tout en conservant l'identité, l'échelon de proximité que représente le département, Frédéric Bierry? Ce qui est important, c'est que nos concitoyens se retrouvent dans le périmètre. C'est pour cette raison que nous, on défend aujourd'hui le périmètre alsacien, parce qu'il y a une identité forte
autour de ce périmètre-là. C'est ça le plus important. Après, aujourd'hui, pour répondre à cet enjeu aussi financier, pour faire face aux solidarités sociales et aux solidarités territoriales, je pense que si le gouvernement nous faisait complètement confiance sur la gestion des fonds autour de ces politiques, s'il nous laissait la liberté d'action complète, y compris dans des domaines où nous avons normalement la compétence, je pense notamment à l'insertion dans l'emploi. Aujourd'hui, si nous avions complètement les coups des franches, non seulement on réussirait à placer plus de personnes en emploi, on pourrait diminuer un certain nombre de coûts. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on pourrait améliorer la situation. Il y a bien sûr les mutualisations, les ententes, la bonne échelle de l'action, mais il y a aussi une véritable capacité à être sur les thématiques que nous portons complètement à la manœuvre. Alors, on le disait, il y aura la conférence nationale des territoires demain. Pour l'instant, vous maintenez le dialogue avec le gouvernement, vous serez présent, vous n'allez pas jusqu'au bras de fer. On se souvient que les régions de France avaient justement claqué la porte pour l'instant. On n'en est pas à ce... On reste a priori présent. Oui. Nos collègues en discutent, mais je crois qu'on sera présent demain dans la réunion préparatoire. Ce n'est pas la conférence demain, c'est la réunion préparatoire. Et les départements sont un peu comme le Sénat, c'est une institution de sages, donc nous continuons de discuter, mais nous sommes exigeants envers le gouvernement. Eh bien, merci à vous Philippe Grosvalet, merci Olivier Richoux, merci Géraldine Chavrier, merci à Frédéric Bierry d'être venu sur ce plateau. Merci. On retourne à présent en séance, puisque le Sénat se penche ce soir sur la revalorisation des pensions agricoles. C'était une proposition de loi communiste et elle avait fait l'objet d'un vote bloqué, suscitant la colère assez inédite des sénateurs. On va retrouver Tam Tranui qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, que s'était-il passé la dernière fois ? Bien, tout d'abord, cette proposition de loi, quel était son objectif ? Eh bien, c'était de revaloriser les retraites agricoles à 85% du SMIC. Son coût, autour de 400 millions d'euros, un petit peu plus même, financé par une taxe sur les transactions financières. Alors, le texte avait été adopté par l'Assemblée nationale dans ces termes, mais dans une Assemblée nationale d'un autre temps, sous la précédente mandature, peu avant la présidentielle. Et le texte, eh bien, il a commencé à être débattu au Sénat, vous l'avez dit, au mois de mars dernier, sous cette mandature donc. Et à l'époque, eh bien, chez les sénateurs, il y a consensus pour adopter ce texte très attendu par les retraités agricoles dans le sillage du Salon de l'agriculture. Et tout cela aurait signifié une entrée en vigueur quasi immédiate, une adoption conforme. Sauf que voilà, en mars, eh bien, le gouvernement affirme qu'il va utiliser le vote bloqué. Ainsi, il force le Sénat à voter sur le texte amendé par ses soins, c'est-à-dire avec un report de cette revalorisation à 2020 et à la réforme systémique des retraites. Le Sénat est complètement coincé. C'est la bronca. Les parlementaires de tous les bords dans l'hémicycle sont outrés et les communistes ont donc préféré interrompre finalement le débat. Et voilà donc que le texte fait son retour aujourd'hui au Sénat. Est-ce qu'il faut s'attendre au même scénario, Tam, ce soir ? Eh bien, cela pourrait effectivement une nouvelle fois tourner à l'affrontement. Le seul changement par rapport au débat de mars dernier, eh bien, ce sont deux petits amendements du gouvernement que le rapporteur taxe de mesurette. Il propose plus 27 € par mois pour les conjoints des agriculteurs et encore seulement 2020. Et puis il propose aussi d'ajouter de nouveaux bénéficiaires à des points de retraite complémentaires. Bref, histoire de dire qu'il ne ferme pas complètement la porte à des avancées, mais cela ne va pas convaincre grand monde. Alors certains prédisent déjà une nouvelle demande de vote bloqué par le gouvernement. D'autres pensent à un nouveau retour en commission. Preuve que les 2 mois qui se sont écoulés n'ont permis ni d'apaiser les esprits, ni d'arriver à négocier un quelconque compromis. Alors le Sénat va-t-il se sentir à nouveau piétiné ? Eh bien, les sénateurs vont en tout cas avoir tout le loisir de se plaindre puisque cela ne s'invente pas. Ce qui suit cette proposition de loi, c'est un débat sur l'évolution des droits du Parlement face au pouvoir exécutif. Merci à vous, Tam, pour ces précisions. Et on va retrouver Saveria Rojek avec le sénateur communiste Dominique Vatrin, justement sur cette proposition de loi sur les revalorisations des pensions agricoles. Absolument. Bonjour Dominique Vatrin. Bonjour. On vient de le dire, le gouvernement pourrait de nouveau imposer un vote bloqué sur ce texte de revalorisation des retraites agricoles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vote bloqué, sur l'utilisation de ce vote bloqué au moment où nous parlons ? Quelle serait votre réaction si de nouveau le gouvernement faisait le choix de passer en force de cette façon ? Alors le vote bloqué, il a été annoncé le 7 mars. Aujourd'hui, le gouvernement semble vouloir déposer deux amendements. Bon, peut-être il va le retirer provisoirement. En tout cas, il est gêné et fait tout son possible pour que cette proposition de loi ne soit pas adoptée.
Alors, ces deux amendements dont vous parlez, les deux amendements du gouvernement, ce sont des petits pas, hein, 27 € par mois pour le conjoint du retraité agricole. C'est un tout petit pas, mais c'est un pas quand même. C'est une aumône. Je pense que la commission des affaires sociales ce matin, qui a refusé ces amendements, n'a pas été dupe. Le premier amendement, 27 €, 5% de mieux pour les conjoints collaborateurs, c'est-à-dire des femmes, alors que l'écart entre les pensions moyennes, qui sont toutes faibles, entre les hommes et les femmes, dans le régime agricole, c'est 30%. Et puis il y a un problème technique, hein, comme une sorte de piège que vous tendrez le gouvernement, c'est que si le Sénat vote ces deux amendements, dans ce cas-là, eh bien, le texte n'est plus conforme à celui voté à l'Assemblée. Il est donc recalé. Ce que nous avons déjà dit le 7 mars, nous sommes pris en tenaille, effectivement, puisque si on vote les amendements, cela fait disparaître l'ensemble de la proposition de loi qui, quand même, vise à faire hisser les pensions agricoles, le minimum, à 980 et quelques euros. On reste toujours en dessous du minimum de pauvreté, mais de toute façon, ça serait là une véritable avancée tout de même. Et si on ne vote pas ces amendements, eh bien, et s'il y a un vote bloqué qui est remis sur la table par le gouvernement, à ce moment-là, ça vient à faire disparaître la proposition de loi. Donc c'est un coup de force. Cette position très ferme du gouvernement, c'est un signal terrible, selon vous, qui est envoyé aux agriculteurs avant. Alors l'argument du gouvernement, c'est de dire, mais vous inquiétez pas, on va régler les choses dans le cadre de la réforme systémique des retraites. Je rappelle quand même qu'elle a été reportée d'1 an, donc ça veut dire que le législateur devrait rester spectateur indéfiniment. Je crois aussi que pour les connaissances que j'ai, c'est qu'il n'y a aucun engagement du gouvernement réel à mettre en œuvre les mesures de la proposition de loi que nous défendons ici. Le gouvernement parle surtout de rediscuter du minimum de pension agricole et parle surtout du minimum vieillesse. Et ça n'a rien à voir avec la proposition de loi que nous portons. Ce que dit également le gouvernement, c'est que si ce texte était voté en l'état, ça créerait un nouvel impôt, un trou de 400 millions d'euros. Oui, alors ça, je vais le dénoncer très fortement. En tant que rapporteur, on ne peut pas admettre ce qui a été dit par le gouvernement à la séance du 7 mars. Tout ça, c'est faux. Donc je le dirai très fortement en disant que je ne souhaite pas que ces contre-vérités soient réitérées aujourd'hui en séance. Très bien, le message est passé en tout cas. Merci Dominique Vatrin d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Le Sénat a examiné ce matin en commission la loi de programmation militaire, un texte dans lequel les sénateurs ont décidé d'intégrer des dispositions pour un meilleur contrôle parlementaire des services de renseignement. Explication Audrey Vuettaz. Nous sommes le 7 novembre 2017, coup de filet antiterroriste. Plusieurs hommes qui projetaient un attentat en France sont interpellés près de Menton. Résultat du travail du renseignement français qui a déjoué 22 attentats ces 15 derniers mois. Un travail qui se fait en toute transparence. Le Sénat et l'Assemblée, via une délégation commune, ont un droit de regard sur toutes les opérations et sur leur financement, en gardant évidemment le secret défense. Problème, ces informations parviennent aux parlementaires après coup. Il voudrait changer cela. Le contexte international que chacun connaît, les risques que le pays porte en matière d'attentats, fait que nous avons besoin d'avoir une information quasi, peut-être pas permanente, mais assez rapide, et surtout sur le caractère immédiat des choses. Pour cela, la droite sénatoriale vient de déposer une proposition de loi dans laquelle elle demande aussi la possibilité de pouvoir interroger directement des chefs de service ou des agents alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent venir qu'accompagner les directeurs généraux, pour faire très simple. Les sénateurs de la délégation spéciale souhaiteraient aussi recevoir systématiquement les rapports internes des renseignements, rapports communiqués pour l'instant au gouvernement. Ainsi, la délégation gagnerait en maturité à la manière des délégations d'autres pays européens, comme l'Italie ou la Grande-Bretagne. Et pour aller plus vite, les sénateurs profitent d'un agenda favorable. Leur proposition de loi pourrait devenir un amendement de la loi de programmation militaire, examiné dès aujourd'hui en commission. Ainsi, le nouveau contrôle du Parlement serait mis en place dès 2019. Frédéric Ploquin, journaliste à Marianne, spécialiste de la police, du banditisme et du renseignement, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Frédéric Ploquin, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre. Vous pensez que c'est souhaitable que les parlementaires aient accès justement à tous ces documents classés secret défense, qu'ils puissent auditionner les agents des services de renseignement ?
C'est l'évolution qui est suivie depuis une vingtaine d'années. On revient de très loin en France. Le contrôle parlementaire sur les services de renseignement, c'était quelque chose qui a balbutié pendant des décennies, on va dire, dans ce pays, par rapport notamment, je pense, à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Probablement qu'il n'y avait pas une culture très importante chez nos hommes politiques, sénateurs, députés notamment, du renseignement. Et que du coup, il n'y avait pas de confiance entre, si vous voulez, les services de l'État qui sont sur le terrain d'un côté et les parlementaires de l'autre. Mais pas du tout. Donc on revient d'extrêmement loin. Cette confiance, elle est en train de se construire petit à petit. Il y a la fameuse délégation parlementaire qui a été mise en place. On a marqué des points dans une évolution vers une relative transparence. Après, les sénateurs sont dans leur rôle, ils en veulent toujours plus, c'est un peu normal. Hein, c'est leur qu'on leur rôle. communique les documents après coup, ils ont le sentiment d'être un petit peu impuissants, et ils n'ont pas la main sur justement... Mais si vous voulez, je vais vous dire une chose, il y a des opérations de police qui sont menées dans ce pays, et les policiers qui sont en poste sur le territoire où l'opération va se mener ne sont pas forcément au courant avant, ils le sont à l'heure précise, 5 minutes avant que ça se passe. Je veux dire, il y a peut-être des limites, si vous voulez, de ce côté-là à la transparence. C'est que, moi je me souviens très bien d'opérations très précises où le commissaire de police de la ville dans laquelle il y allait avoir une énorme intervention et qui allait poser des problèmes de maintien de l'ordre gigantesques, il n'était pas au courant. Donc c'est vrai que je ne suis pas sûr que demain les sénateurs seront au courant de toutes les opérations de l'antiterrorisme 3 à 4 jours à l'avance. Ça m'étonnerait, en tout cas, pas si ça risque de mettre en péril ces opérations, et pas si la confiance n'est pas absolue, totale, définitive. Alors, parallèlement à cette demande de la délégation parlementaire au renseignement, le Sénat a aussi choisi de s'intéresser au suivi des individus fichés S. Est-ce qu'on peut améliorer ce suivi selon vous ? Il faut déjà rappeler un petit peu à tout le monde ce que sont ces fichiers S. En fait, c'est un grand sac, les fichiers S, il y a de tout. Il n'y a pas que des radicalisés, il n'y a pas que des islamistes, on va dire, là-dedans. Il y a aussi des militants d'extrême gauche, pourquoi pas des militants d'extrême droite, susceptibles de passer au terrorisme. Il y a toutes sortes de gens. Et après, il y a des degrés de gravité, des degrés de dangerosité des personnages, des personnes. Donc une fois que vous avez dit ça et que vous savez qu'il y en a, selon les moments, autour de 15 000, etc., vous ne pouvez pas tous les traiter de la même manière. Donc on peut imaginer qu'il y ait une amélioration de la détection de la dangerosité, c'est ça qu'on pourrait penser si on est un peu... Il faut faire un tri en fait, c'est ça, dans ces fichiers S. On pourrait, il y a déjà des niveaux, si vous voulez. Avec le FSPRT, donc, qui concerne vraiment les fichiers pour radicalisation. Voilà, c'est ça. Même chez les radicalisés potentiels, il y a des degrés de dangerosité. Donc on pourrait imaginer que... Mais qu'est-ce qu'on fait de plus pour les très très dangereux? Mais alors là, je vais vous dire une chose qui, tout de suite... pour faire avancer un peu le débat, remet le débat à sa place, on va dire, c'est que là, quand vous regardez un peu ceux qui passent à l'acte ces derniers temps, outre ceux qui en sont empêchés, et ça on ne le sait pas parce que quand même les services de renseignement font des opérations préventives. 22 attentats déjoués, ça a été rappelé. Ce qui est énorme, mais ceux qui arrivent à passer à l'acte, ce sont... La plupart du temps, c'est ce que je constate, des gens qui ont un profil extrêmement bas, extrêmement discret, qui ne vont pas chercher des explosifs particuliers, qui ne se procurent pas d'armes de guerre sur le marché parallèle, qui sont tout seuls chez eux dans leur coin, chez leurs parents souvent parce qu'ils sont extrêmement jeunes. Donc ceux-là, comment on fait ? Je veux dire, on ne peut pas... à moins de mettre un policier dans chaque cage d'escalier susceptible pour surveiller ces jeunes qui pourraient basculer. C'est important de savoir ça. Donc il ne faut pas revoir la surveillance de ces fichiers, c'est ce que vous dites, c'est difficile. C'est lesquels Est-ce qu'on va surveiller les potentiellement moins... Ceux qui passent à l'acte, là, ceux qu'on voit passer à l'acte, sont ceux qui, a priori, si on cherche à évaluer la dangerosité, seront les moins inquiétants. Donc, comment fait-on ? On ne peut pas leur mettre des électrodes, si vous voulez, dans le cerveau pour essayer de voir à quel moment ça va chauffer ou pas chauffer. Donc là on a vraiment affaire à un problème de masse, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Ceux qui sont susceptibles ainsi de passer à l'acte avec les moyens du bord, en l'occurrence le couteau, pourquoi pas le couteau de cuisine de la maman. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire, qui serait notamment sensibiliser davantage, à mon avis, dans les milieux religieux, tout ce qui est toutes les personnes qui interviennent dans les mosquées, tous les imams, etc., pour qu'ils soient plus à même et plus enclins à parler au service de l'État et de la République si jamais ils détectent eux quelque chose. Et pourquoi pas faire un appel plutôt aux proches, aux parents, aux gens qui finalement voient,
qui voit se radicaliser la personne, qui voit qu'à un moment donné, la personne va de plus en plus mal et va peut-être commettre l'irréparable si ce n'est les proches. Donc là, il y a quand même un travail, à mon avis, citoyen à faire une démarche qui ne consistera pas à mettre, à recruter 10 000 policiers pour le renseignement d'un seul coup, pour pouvoir surveiller. Car nos services de renseignement sont déjà suffisamment performants aujourd'hui ? Performants, disons qu'ils font du... Le problème du renseignement, c'est que c'est de la prévention. Vous avez vu qu'en phase... Une fois que l'acte est commis, vous avez vu que la police, aujourd'hui, réagissait extrêmement vite, qu'elle était bien organisée, que là, il leur a fallu même pas 9 minutes pour intervenir sur... Vous voyez que l'après, ça se passe très bien. Donc l'avant, c'est la prévention. La prévention, c'est empêcher... La police, normalement, sait faire. C'est empêcher qu'un voyou passe à l'acte et braque une banque. C'est empêcher qu'un terroriste passe à l'acte demain. Ça demande des surveillances absolument gigantesques. Et quand vous avez un panel très étroit, vous mettez tout le monde dessus et vous y arrivez. Je veux dire, vous les détectez, vous le sentez. Plus vous en avez, plus c'est compliqué. Donc, il y a des recrutements qui ont été faits. Est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on doit continuer à en faire ? Sachant qu'il faut une bonne dizaine de personnes pour surveiller une seule personne H24. Donc, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue strictement technique. On sait qu'il y a aussi la demande des élus locaux, des maires notamment, pour avoir accès à ce fichier des individus fiché S. Eux-mêmes, ceux qui le sont fichés, en général, ils le savent. Ils le savent parce qu'ils ont été convoqués, parce qu'ils sont... donc, de toute façon, on va pas de ce côté-là. Est-ce que ces données doivent être transmises aux maires des communes de résidence, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si la famille vit dans un HLM, ils vont lui dire, monsieur, ils vont aller voir la famille, vous rendez le HLM. Qu'est-ce que ça va changer ? Ils vont prévenir les voisins en disant, attendez, c'est comme si vous avez un délinquant sexuel dans un pâté de maison. Est-ce qu'il faut mettre des papiers dans toutes les boîtes aux lettres en disant, attention, au numéro tant, à telle adresse, il y a un délinquant sexuel susceptible de s'attaquer à vos enfants. Vous comprenez bien les limites de l'exercice. Là, c'est qu'est-ce que les maires sont... Et quelle maire tous les maires comme ça de France, d'un coup, sauraient, non. Et puis il y a des communes, en Seine-Saint-Denis notamment, où il y en a plusieurs, où le nombre est extrêmement important. Ouais. On sait aussi que le Sénat va s'intéresser à cette demande de la part du Parti Les Républicains sur parfois la rétention préventive de ces fichiers S. Là aussi, ça vous paraît envisageable ? On construit... Il faut construire une prison spéciale. Je veux dire, c'est là, il faut modifier les lois peut-être avant. Le choix n'a pas été fait en France de se diriger vers la méthode américaine de l'époque, Guantanamo, ou des endroits comme ça, ou pourquoi pas... ça a été le choix des États-Unis de créer donc ce fameux centre de rétention à Cuba et d'y pratiquer la torture pour obtenir des informations. C'est un choix que la démocratie américaine a fait à un moment donné. Il faut voir à quoi la démocratie française est prête aujourd'hui. A priori, on ne met pas quelqu'un, pour l'instant, l'état actuel des lois, on ne met pas quelqu'un en prison sous prétexte que l'on croit qu'il va commettre un attentat ou braquer une pharmacie. On croit, on pense que, donc on le surveille. Et d'ailleurs, le jour où il va le faire, on va l'arrêter tout de suite parce qu'on savait qu'il allait passer à l'acte, ce qui est l'avantage. Moi, je trouve ça plutôt rassurant, d'ailleurs, que la plupart de ceux qui passent à l'acte soient fichés S. Le contraire m'inquiéterait davantage. C'est-à-dire qu'on ne les connaîtrait absolument pas. D'où l'efficacité, la performance a posteriori. Des services de renseignement. Et a posteriori, absolument. Merci à vous, Frédéric Ploquin. Et écoutez, puisqu'il y a aussi au Sénat une mission sur l'état des forces de sécurité intérieure, les sénateurs ont entendu Michel Delpech, préfet de police, et il est revenu sur l'état de fatigue, justement, des policiers. On l'écoute. Le maintien de l'ordre à Paris, qui a connu des épisodes extrêmement violents au moment de la contestation de la loi dite El Khomri en 2016, et dont on a vu dans le passé récent, je pense bien sûr à la manifestation du 1er mai avec la constitution du Black Bloc de 1200 personnes, ce qui ne s'était jamais vu. À quel point la gestion de l'ordre public sur la plaque parisienne peut être extrêmement éprouvante pour les effectifs et suppose une maîtrise, un sang-froid qui sans doute n'a guère d'égal ailleurs. Tout ça pour dire que nos fonctionnaires sont extrêmement sollicités. Et autre audition au Sénat, celle d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, alors que la réforme ferroviaire sera examinée en séance publique à partir du 29 mai prochain. La ministre qui a rappelé que la SNCF restera publique et elle prévoit donc pour cela d'inscrire dans la loi le caractère incessible de l'entreprise. On l'écoute. Le texte qui vous est présenté prévoit que la SNCF reste une société 100% publique. La loi empêche de fait toute cession de titres, puisque c'est l'intégralité des capitaux qui devrait être détenue par l'État. Ce qui veut dire que c'est le régime, c'est la formulation la plus protectrice, puisqu'elle ne permet pas une augmentation de capital par
un autre que l'État. Cela étant, consciente de la portée symbolique de la proposition et que la répétition a des vertus pédagogiques, je suis favorable à l'inscription du caractère incessible du capital dans la loi. Il en est de même pour SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Et je rappelle par ailleurs que le domaine public ferroviaire est par nature inaliénable, car c'est le bien de tous que l'État confiera à SNCF Réseau. Nous sommes donc loin d'une privatisation que certains veulent agiter. On en vient à présent à l'autre temps fort du Sénat aujourd'hui. C'est l'examen en séance publique d'une proposition de loi sur le verrou de Bercy. Ironie du calendrier, c'est au lendemain de la condamnation d'appel de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment que ce texte est examiné. Les explications de Marie Brémaud. Et revoilà le verrou de Bercy au Sénat. Les sénateurs socialistes souhaitent à nouveau la suppression de ce monopole accordé au fisc de transmettre ou pas les dossiers fiscaux à la justice. Une proposition de loi a donc été pour la 4e fois déposée devant la Haute Assemblée. Et lorsqu'une infraction aussi grave que la fraude fiscale ne peut pas être poursuivie, si une administration ne le veut pas, c'est très choquant pour les principes et c'est un problème effectivement d'égalité du justiciable parce qu'encore une fois on ne sait pas très exactement comment les choses se passent. Actuellement, toute fraude fiscale relevée est examinée par la commission des infractions fiscales composée de magistrats et de conseillers d'État et à la Cour des comptes. C'est ce collège qui décide si les dossiers sélectionnés par le fisc nécessitent ou non d'être transmis à la justice. Et dans les faits, sur les 4000 fautes lourdes constatées par l'administration, environ 900 sont transmises au parquet. Faire sauter purement et simplement le filtre détenu par Bercy, le ministre des Comptes publics ne veut pas en entendre parler, même s'il est prêt à quelques aménagements. Que ce soit le Parlement qui décide, qui mettent les critères, qui mettent les montants, qui disent si lorsqu'on est député, ministre, lorsqu'on a une responsabilité particulière, on a un facteur aggravant de transmission à la justice, et bien ce sera plus démocratique que le Parlement décide que la Direction générale des finances publiques. Et donc pour l'instant on ne touche pas au verrou de Bercy. Bah si, c'est ce que je propose, que les clés du verrou soient données au Parlement. Pour les sénateurs socialistes comme pour bon nombre de magistrats, cette proposition ne va pas assez loin. Alors, avant d'ouvrir le débat en plateau avec mes invités, on retourne dans l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. Bonjour Tam, où en est-on de l'examen de cette proposition de loi? Est-ce qu'elle sera votée avant 18h? J'aimerais avoir la réponse. Eh bien, écoutez, Delphine, ce n'est pas impossible, puisque nous venons de terminer la discussion générale. Olivier Dussopt est en train de répondre aux différents intervenants et que finalement, il y a très peu d'amendements sur ce texte. Alors, on peut espérer que le texte soit voté avant 18h. Alors, je le disais, Olivier Dussopt représente la voix du gouvernement. Il est venu dire ici son opposition à la suppression pure et simple du verrou de Bercy, ce que propose la proposition de loi socialiste qui est débattue aujourd'hui. Et pour l'anecdote, eh bien, lorsqu'il était encore député et député socialiste à l'été 2017, Olivier Dussopt était lui très favorable à la suppression de ce verrou de Bercy, comme ses autres camarades socialistes. Cela avait été inscrit par certains parlementaires au sein de la loi de moralisation. Voilà pour l'anecdote. Alors vous me direz retournement de veste. Eh bien, déjà, on peut concéder que Olivier Dussopt a joué plutôt franc jeu puisqu'il a avoué ce changement d'avis entre les deux périodes. Et puis sachez que finalement, il n'est pas le seul à avoir changé d'avis puisque les Républicains et les centristes qui étaient plutôt favorables à la suppression de ce verrou en 2013, 2016, 2017, eh bien cette fois-ci, ils demandent à rejeter la proposition de loi socialiste. On a entendu les différents arguments du rapporteur Les Républicains, Jérôme Bascher. Il a dit eh bien tout d'abord l'importance du secret de ces poursuites en matière de fraude fiscale. Cela peut entacher la réputation de certains, notamment les entreprises. Il a également dit que le verrou de Bercy, eh bien, ce n'était pas un bon nom puisqu'il s'agit d'un passage obligé par Bercy pour entamer des poursuites pénales en matière de fraude fiscale, mais en aucun cas un verrou. Et puis surtout, eh bien, ils veulent renvoyer l'ensemble du débat au futur projet de loi de lutte contre la fraude fiscale que prépare Gérald Darmanin, tout comme les centristes. À noter toutefois eh bien, la position bien personnelle de la porte-parole du groupe centriste, Nathalie Goulet, qui a elle bien dit tout à l'heure qu'elle était pour la suppression du verrou de Bercy et qu'elle voulait même inscrire la lutte contre la fraude fiscale dans la Constitution à l'article 34 pour qu'elle relève du Parlement.
Merci à vous, Tam. Et on continue l'analyse et le décryptage de cette suppression souhaitée par les sénateurs du Verrou de Bercy avec mes invités sur ce plateau. Christine Lavarde, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine, membre de la commission des finances. Également sur ce plateau, Patrick Kanner, président du groupe socialiste ici au Sénat. Vous êtes par ailleurs sénateur du Nord. Merci à vous. Jacques Fabre est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes administrateur de Transparency International France. Et j'accueille enfin Éric Bocquet. Merci d'être avec nous, sénateur communiste du Nord. Vous êtes vice-président de la commission des finances. Ce verrou de Bercy, il a été créé, Éric Bocquet, en 1920. À l'époque, quelle était son utilité ? Bon, les temps ont beaucoup changé. Écoutez, je suis pas suffisamment âgé pour connaître comment ça se passait à l'époque. C'est pas ce que je voulais dire. Non, j'ai bien compris. C'est une boutade. Non, mais ce verrou est complètement dépassé aujourd'hui. Je veux dire, avec la création du parquet national financier en 2013, ce verrou n'a plus lieu d'être. C'est une exception mondiale. Il n'y a que la France qui dispose de ce dispositif-là et qui nuit à la crédibilité, qui nuit à la confiance, on est dans un climat de défiance terrible à l'endroit des institutions, des élus particulièrement. Franchement, ça serait un bon point de départ que de supprimer ce verrou pour aller vers autre chose en matière de transparence. Oui, Patrick Kanner, on le voit, c'est pas la première fois que le Sénat tente de supprimer ce verrou de Bercy. Plusieurs textes dont vous étiez d'ailleurs à l'initiative, Éric Bocquet, ont été votés au Sénat. Là, les socialistes ont vu une bonne opportunité de faire une piqûre de rappel au gouvernement ? Enfin, vous savez, c'est un sujet qui ne date pas de quelques années, ça t'est rappelé. D'ailleurs, on appelle le verrou de Bercy, mais c'est le verrou de Rivoli, finalement, historiquement. Nous considérons qu'il faut poursuivre le travail que nous avons nous-mêmes engagé. Le hasard des dates, et c'est vraiment un hasard, fait que M. Cahuzac a été condamné hier à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. L'affaire Cahuzac a eu, entre guillemets, un mérite, à savoir la création de la Haute Autorité de la Transparence dans la vie publique, la création du parquet financier, et donc la volonté, finalement, de notre République de faire la chasse à ceux qui trahissent nos valeurs. Parce que frauder fiscalement, c'est tricher avec la France. Et donc nous sommes favorables, par cette proposition de loi, à la suppression du verrou de Bercy, non pas de manière idéologique, mais pour dire que c'est maintenant le temps de le faire et que tous les arguments techniques en disant ça ramène un peu d'argent, etc., sont pour nous dépassés. Oui, Christine Lavarde, ça a été rappelé. C'est vrai que les LR ont un petit peu changé d'avis, ou du moins la position a évolué sur cette question de la suppression du verrou de Bercy. Pourquoi ? Oui, alors déjà, moi, j'ai pas de problème avec ce changement de position, mais que je trouve légitime. Alors, je donnerai 2 raisons. D'une part, le délai de la justice, qui aujourd'hui est bien plus rapide dès lors que les fraudes, enfin les dossiers sont instruits par les services fiscaux, puisqu'une fois que le dossier est arrivé devant la commission qui instruit ces dossiers, elle a 6 mois pour statuer. Quand on passe au niveau du pénal, en moyenne, il faut 3 ans. Et on connaît certains dossiers fort célèbres, notamment politiques, qui ont pu être mis en lumière à l'occasion de campagnes électorales et qui aujourd'hui n'ont toujours pas été statués au niveau pénal. Donc voilà, il y a déjà un décalage de temps. En plus, tout le monde sait qu'une réforme de la justice est à venir, qui va venir réorganiser l'organisation des différents parquets, de l'instruction. Je ne suis pas certaine que de venir engorger encore un peu plus les services de la justice avec l'instruction de tous les dossiers soit une bonne solution. Et enfin, une autre raison qui me laisse à penser qu'il faut se réjouir en fait de l'initiative qui est proposée aux parlementaires d'être force de proposition sur ce sujet dans le cadre de la loi sur la fraude. Aujourd'hui, voilà, le gouvernement donne l'occasion au Parlement d'être force de proposition. C'est à souligner au regard de ce qu'on nous propose par ailleurs dans le cadre de la réforme des institutions. Jacques Fabre, est-ce que vous comprenez les réticences du gouvernement et aussi des sénateurs, les Républicains, à ne pas supprimer le verrou de Bercy ? Oui, si vous voulez, je pense que nous, on regarde la situation en fonction de nos principes, qui sont la transparence, qui sont l'égalité de traitement des citoyens. Et donc, il est évident que c'est un sujet difficile et technique. Mais il est évident aussi qu'il faut que les choses deviennent plus transparentes et qu'on ne se trouve pas dans des situations où le citoyen ne comprend pas pourquoi Pierre n'a pas l'air d'être traité comme Paul. Donc, il y a des aménagements sérieux à faire, sachant qu'il s'agit d'un sujet technique. Je suis d'accord avec ma voisine sur le fait qu'on ne peut pas mettre ça dans les parquets en général parce que ça ne marcherait pas. On passerait de 3 ans, aujourd'hui c'est quelques mois, maintenant on passerait à 3 ans. Mais ceci dit, tous les dossiers importants qui sont internationaux et qui ont aussi certains ont une liaison avec la criminalité organisée, tous ces dossiers-là devraient naturellement passer d'abord par la justice. Simplement, il y a un équilibre technique à trouver parce qu'il s'agit de sujets difficiles. Et quelque part, on parle de quoi ? Il y a 18 milliards de redressements par an
qui rendent à peu près en fait 12 milliards de rentrées effectives. Parce qu'il y a des faillites, il y a des gens qui organisent leur insolvabilité, mais on parle quand même de 12 milliards par an. Donc si on passe tout au système juridique d'un seul coup, bon, pendant 3 ans, il va y avoir 12 milliards qui manquent. Donc on comprend que les gens du budget soient un petit peu inquiets. Mais quelque part, sur les principes, il faudrait que tout cela soit auditable. Peut-être Éric Bocquet sur ce Oui, non, point. effectivement, suppression du verrou de Bercy, bien sûr. Mise en place d'autres choses ensuite, ça passe forcément par un renforcement conséquent des moyens de la justice. On a auditionné, il y a pratiquement 2 ans, le 18 mai 2016, Madame Moulette, la procureure du parquet financier. Une dame extrêmement compétente, intéressante, et qui déjà, après 3 ans d'existence, déplorait le fait que ses moyens avaient été réduits. Entre 2013 et 2016, elle avait cité le chiffre de 93 enquêteurs, qui avait été abaissé à 81. Donc déjà, la question des moyens se posait, alors qu'ils font un travail remarquable. Ils sont pile poil dans la compétence de ce que fait le verrou de Bercy, de ce que la justice devrait pouvoir faire elle-même et s'autosaisir de ces sujets. Patrick Haner, les socialistes disent que c'est un encouragement aux petits arrangements. On ne sait pas trop ce qu'il se passe à Bercy, c'est vrai? Oui, et puis je pense que c'est presque une question de morale. Je sais bien que parfois morale et politique ne vont pas toujours bien ensemble, mais c'est une question de morale. Pourquoi quelqu'un qui décide, encore une fois, de tricher avec son pays, avec nos valeurs, aurait-il une sorte de régime de faveur qui lui permettrait de se dire, bon, je fraude, et puis si on ne me trouve pas, bah, ce sera parfait. Et puis si on me trouve, j'essaye de m'arranger. Eh bien non, l'idée et la philosophie de cette proposition de loi, c'est de dire que quand on fraude, on est injusticiable comme les autres. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce principe attaché à notre volonté politique, parce que sinon c'est, effectivement, vous l'avez utilisé, c'est la politique des petits arrangements potentiels. Alors Emmanuel Macron, lui, est contre également la suppression du verrou de Bercy. Il l'a redit lors de son interview à nos confrères de BFM et de Mediapart le 15 avril. Le verrou de Bercy, ce n'est pas l'impunité. On réécoute le chef de l'État. Seulement 20%, un cinquième des cas de fraude fiscale les plus importants sont transmis à la justice. Est-ce que vous allez le faire sauter, ce verrou de Bercy? D'abord, il y a une chose. Un verrou, ça verrouille, ça bloque. Quelle est la règle? Parce qu'on dit des verrous, on a l'impression que ça passe jamais à la justice, c'est pas vrai. Il y a transmission à une commission d'infraction fiscale, dans laquelle d'ailleurs il y a des parlementaires qui sont présents, enfin des gens nommés par les parlementaires, des experts, etc. Cette commission des infractions fiscales, elle décide à ce moment-là de transmettre au juge ou pas. Ça n'est pas une décision du ministre ou de l'administration seule, cette commission. Qu'est-ce que ça permet de faire, ce système? Ça permet que la France est un des pays où on recouvre le mieux contre les fraudeurs. Le verrou, pour finir ma réponse à M. Plenel, je voulais juste dire, c'est pas l'impunité, c'est qu'on privilégie la punition fiscale parce que ça le fait des rentrées budgétaires et que tous les dossiers les plus importants sont transmis à la justice. Et donc si vous dites qu'il y a un doute là-dessus, faut les entendre, les doutes. Alors, moi je suis prêt, c'est les parlementaires qui auront à le trancher, mais est-ce qu'on définisse un seuil au-delà duquel, de manière systématique, on transmet les dossiers à la commission d'infraction fiscale? Yeah. Mais là-dessus, nous serons intraitables en matière de fraude. Intraitables. Cette définition d'un seuil à partir duquel les dossiers seraient transmis justement au parquet, ça c'est une bonne solution selon vous, Christine Lavarde? Alors le fait qu'il faille rendre plus clair les critères qui permettent de décider qu'un dossier reste dans la phase où effectivement on peut discuter, sachant qu'il faut quand même peut-être redonner l'ordre de grandeur. Il y a à peu près un peu plus de 2 milliards d'amendes qui sont imposées en plus des sommes recouvrées, et sur ces 2 milliards d'amendes, il y a seulement 1% qui est négocié et qui finalement est, entre guillemets, effacé. Donc voilà, 1% de négociation sur une somme quand même considérable qui alimente de manière certaine les ressources de l'État. Alors après, sur le seuil, je pense qu'il va falloir quand même mettre des garants, puisque si on donne un seuil, c'est automatique. Et là, pour le coup, on pourra rentrer dans des combines avec des conseillers fiscaux qui permettront d'être juste en dessous du seuil. Et puis, que se passe-t-il ensuite si jamais au cours de l'instruction, on se rend compte que finalement, certaines sommes ne rentrent plus et que donc on redescend en dessous du seuil? Qu'est-ce qu'on fait du dossier? Est-ce qu'il sort de la procédure? Donc voilà, moi je serai attentive sur le niveau du seuil. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut qu'on clarifie les critères qui font qu'on est dans les 4000 ou dans les 1000 qui passent devant la commission. Jacques Fabre, quand Emmanuel Macron dit le verrou, ce n'est pas l'impunité, il a raison, le chef de l'État?
Il n'a pas vraiment raison, puisqu'il y a quand même... enfin, il a raison. Il y a 1000 dossiers qui passent en justice par an. Bon, est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus? J'en sais rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question du seuil, parce qu'il y a le seuil, mais il y a aussi la nature. Oui, c'est ça. Et il y a les deux choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des critères internes à Bercy, mais il faudrait que ces critères soient définis publiquement, peut-être par... ce qui a été suggéré par Darmanin, d'ailleurs, par le Parlement, pour que ça soit clair, et surtout que ça soit auditable. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 dossiers qu'on regarde, il y en a 5 000 qui sont douteux, et il y en a 1000 qui vont à la CIF. Bon, le problème, c'est pas les 1000, le problème, c'est ceux qui y vont pas. Et il faudrait que quelqu'un puisse, d'extérieur au ministère des Finances, voir pourquoi les différences entre 4000 et 1000 n'y est pas passé. Au moins, dans une première étape, si vous voulez, on aurait la possibilité d'auditer les décisions assez techniques, certes, mais qui font que Monsieur Machin va en justice, Monsieur Dupont n'y va pas. Donc ça serait assez important d'avoir au moins cette facilité. Ce n'est pas satisfaisant pour vous, Éric Bocquet, cette disposition, cette proposition, et c'est celle de Gérald Darmanin, effectivement, d'associer le Parlement? Oui, associer le Parlement, ça je suis triplement d'accord avec cette proposition. D'ailleurs, ça figurait dans les propositions qu'on avait formulées dans les rapports des commissions d'enquête en 2012-2013, que le Parlement soit associé d'une manière ou d'une autre dans ses compétences. On n'est pas fiscaliste, on n'est pas juriste, mais on est le représentant de la nation. Et à ce titre-là, c'est nous qui votons le budget, donc on a des comptes à demander pour les recettes qu'on vote chaque année. L'impôt, c'est la loi, on ne négocie pas son impôt. Voilà, vous gagnez ça, vous payez ça. Donc oui, à ce titre-là, le Parlement doit avoir un rôle, je ne sais pas lequel, il faut construire quelque chose, un outil qui soit pertinent et juridiquement fiable. Mais les parlementaires, on voit au chapitre sur le sujet, on est mis à l'écart aujourd'hui. C'est ce problème d'opacité, de manque de transparence qui vraiment, fondamentalement, pose problème, au-delà du problème du seuil qui n'est, à mon avis, pas la réponse. Et sur l'impunité, c'est vrai qu'aujourd'hui... écoutez, il n'y a pas un fraudeur fiscal en prison aujourd'hui. Et par contre, on a eu connaissance dans les gazettes il y a 1 an, je crois, un SDF qui avait volé un paquet de pâtes qui a pris 2 mois ferme, par exemple. Sans tomber dans le populisme, excusez-moi, c'est une réalité. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Il y a un problème. C'est bien ça la question. Effectivement, parce que finalement, le smicard qui paye ses impôts, qui parfois peut oublier de déclarer ceci ou cela, il ne peut pas d'ailleurs, parce que tout est déclaré, et encore plus maintenant avec la réduction de la source potentielle, voilà, lui, il sera coincé. Et par contre, ce sont entre guillemets, les plus gros revenus qui vont essayer de dissimuler ce qu'ils doivent payer à la République, à l'État. Et donc, le verrou de Bercy, c'est quand même une forme d'incitation, non pas à la fraude, mais en tout cas une incitation à être en dehors des clous. Le supprimer permet, à mon avis, d'être aussi dans une logique de prévention de la fraude. Et ça, c'est une expression importante pour nous. Christine Lavarde, c'est vrai que ça donne aussi un mauvais exemple. C'est aussi une question de morale politique, peut-être? Alors, il faut quand même aussi se rendre compte que les principaux sujets concernent des entreprises. Les principaux impôts concernés par les redressements, c'est l'impôt sur les sociétés, puis la TVA, et après, dans une proportion beaucoup plus faible, aussi bien en nombre de dossiers qu'en valeur, des dossiers de particuliers. Donc aujourd'hui... Alors, est-ce que, quand on en est là, on peut bien parler de fraude, puisque c'est pas, il y a eu les différentes étapes du contrôle avant qui ont pu ou pas faire état d'une erreur. Et à ce moment-là, effectivement, de toute façon, l'amende qui est imposée est aussi proportionnée au caractère intentionnel ou pas de la non-déclaration. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un système à plusieurs échelles, instruit par les services fiscaux qui ont la connaissance, parce que le droit fiscal, il n'en échappe à personne, que c'est extrêmement compliqué. Si demain, on doit tout transférer directement au monde judiciaire, ça nécessite en plus que le monde judiciaire se forme à ces procédures. Je ne sais pas si c'est ce qui nous fera gagner en rapidité du traitement de ces dossiers. Et après, je reste très attachée au secret de l'instruction, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine fiscal ou dans le domaine judiciaire. C'est vrai qu'on a parlé de Gérald Darmanin. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, est aussi contre la suppression du verrou de Bercy, Jacques Fabre. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème de solidarité gouvernementale, donc je ne peux pas me prononcer sur les analyses de Madame la ministre de la Justice. Simplement, quand vous parliez des entreprises, je pense que pour les entreprises, ça serait assez intéressant que les fraudes fiscales graves, d'ailleurs je crois que c'est dans le projet de loi de Darmanin, deviennent publiques, parce qu'il y a une question d'image qui est importante. Quand il y a des gens qui se promènent... Alors on sait qu'il veut mettre en place ce qu'on appelle le name and shame. Par exemple, oui, pour parler bien français, quand on se promène autour du siège d'appel en disant « Apple paye tes impôts ça me paraît assez normal. Il y a un problème de justice fiscale, mais il y a aussi, avec ces échappatoires, alors plus que la petite fraude à la TVA, mais au point de vue international, il y a des problèmes de distorsion de concurrence qui sont vraiment très, très importants. Et donc, c'est pour ça que le problème dont on parle aujourd'hui est important. Le problème plus important, c'est plutôt qu'il faudrait le traiter au niveau européen pour faire en sorte que toutes ces évasions fiscales qui se créent fassent qu'un certain nombre d'entreprises, non pas multinationales, comme on dit, mais transnationales,
se permettent d'avoir des taux d'impôt effectifs très faibles, alors que la PME française qui cherche à démarrer a des taux beaucoup plus forts. Donc ça me paraît un point à creuser. Patrick Caner, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce système, certaines personnes, certains fraudeurs passent encore à travers les mailles du filet ? Oui, bien sûr. Cela est constaté. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer toutes les dispositifs de dissuasion et aussi lutter contre cette exception française. Bientôt, nous aurons peut-être la suppression de la Cour de justice de la République. C'est prévu. Parce que c'est une juridiction d'exception. Eh bien là, nous avons un dispositif d'exception qui ne concerne que les délits fiscaux. Pourquoi eux et pas les autres? Donc nous voulons simplement, nous, harmoniser la manière dont la France fonctionne par rapport à ceux qui veulent la tromper. Éric Bocquet. Oui, passer à travers les gouttes, c'est une réalité. Enfin, toutes les révélations qu'on a pu découvrir ces dernières années l'ont illustré abondamment. Les sociétés écrans, les prête-noms, entreprises fictives, etc. Et ça va jusqu'aux héritages de grandes stars de la chanson française qu'on découvre après le décès. Donc voilà, les trusts, etc. Tout ce système-là. Donc le verrou de Bercy, c'est franco-français, effectivement. Et vous avez raison, M. Fabre, c'est à l'échelle européenne au moins et mondiale qu'il faut traiter le problème. La concurrence fiscale est redoutable et on est dans le dumping fiscal. Donc effectivement, chacun fait son petit shopping fiscal pour aller payer le moins d'impôts possible dans le pays qu'il choisit. On rappelle les propositions de Gérald Darmanin qui dit que, il propose que les clés du verrou soient justement données au Parlement. Des aménagements devraient figurer dans les conclusions de la mission qu'il a confiée à vos collègues députés en associant le parquet à la procédure. Ça se fait chez les pays voisins européens. Ça, c'est une bonne piste, oui. Peut-être déjà aujourd'hui, une loi, je ne sais plus si elle date de 2013 ou de 2016, a déjà permis qu'en fait la justice puisse être saisie avant même l'instruction totale de Bercy, notamment lorsque les services de l'administration fiscale estiment qu'ils n'ont pas l'ensemble des ressources pour pouvoir instruire une fraude qui est d'une complexité qui dépasse nos frontières. Donc aujourd'hui, ce lien existe déjà finalement entre l'administration fiscale et les moyens de la justice. Donc effectivement, après, je pense qu'il est nécessaire de rendre l'ensemble de la procédure plus transparente et c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire des propositions dans le cadre de la loi dite contre la fraude. Jacques Fabre. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment que, clairement, certains types au moins dans un démarrage, certains types de fraudes, quand c'est international et quand c'est lié à des questions de délinquance organisée, systématiquement la justice soit mise dans le coup. Aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est quand la justice est mise dans le coup pour l'exercice 2014, mais qu'on s'aperçoit que ça a glissé en 2015, elle ne peut plus travailler sur 2015. Donc ça, c'est assez aberrant, si vous voulez. Donc il faudrait vraiment que, pour un certain type de situation, automatiquement la justice soit dans le coup, et que si on accepte, parce que pour des raisons d'efficacité, etc., si on acceptait qu'un certain type de verrou de Bercy réduit existe, il faudrait que l'auditabilité absolue des cas qui ont été revus et sur quels critères qui ont été fixés par le Parlement, machin y est passé et Pierre n'y est pas passé. Donc ça, c'est vraiment comme ça, on pourrait au moins avoir une évidence de transparence dans le traitement des sujets. Égalité devant l'impôt, égalité devant la fraude fiscale. Il faut beaucoup de parlementaires pour assurer une telle responsabilité. Là, vous parlez quoi, révision constitutionnelle, par exemple. Mais voilà, c'est un lien. Si on veut un Parlement efficace, effectivement, il faut un nombre de parlementaires qui le permettent. Est-ce que vous voyez, alors peut-être pas aujourd'hui, on ne sait pas encore à l'issue de la proposition de loi, mais une ouverture de la part de Gérald Darmanin dans ses propos? Il y a des avancées, incontestablement, on ne peut pas le nier, mais c'est tellement présent dans le débat public que le sujet devient incontournable. Aujourd'hui, rester main dans les poches face à tout ce qu'on vit, ça n'est plus possible. Donc il faut bouger. Donc oui, il y a des petites avancées, mais on est très loin du compte encore, notamment sur le verrou. On en a débattu. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire, y compris au plan international. Il va falloir s'accrocher et faire pression au sein de l'Europe. Je pense que la France a un poids suffisant pour faire y aller dans ce sens-là. Parce que tous les peuples sont confrontés à cette difficulté, au-delà des États qui sont parfois complices sur les fiscalités, en Irlande par exemple et ailleurs. Mais voilà, l'intérêt général européen est concerné par tout cela. Oui. On parlait du projet de loi en préparation. Qu'en attendez-vous à partir du moment où justement cette disposition de suppression de verrou de Bercy n'y figure pas? Écoutez, on va continuer à ferrailler. On est sûr de perdre que les batailles qu'on ne mène pas. Donc, c'est un combat de longue haleine. On le sait, mais on est prêt à le mener. D'où l'intérêt de la proposition de Madame de La Gontrie, notre collègue socialiste, parce que voilà, c'est les piqûres de rappel, avancer pas à pas. Et en tout cas, nous souhaitons le faire avec détermination. Christine Lavarde.
Moi, ce que je regrette, c'est que cette proposition, elle supprime le verrou, mais à côté, elle ne propose pas un nouveau moyen, finalement, à part se dire, il n'y a plus, donc ça ira dans la justice. Et aujourd'hui, on sait tous que si ça va dans la justice, les délais seront longs, ça ne sera pas instruit, pour peu que ça tombe sous la prescription, donc ce sera peut-être même encore pire qu'avant. Est-ce un bon argument? Alors après, vous allez nous dire, et avec peut-être raison, qu'il faut augmenter les moyens de la justice. Alors après, on en arrive toujours à l'éternel débat. Comment fait-on pour à la fois réduire nos dépenses publiques, réduire notre déficit? On récupère les 80 milliards d'évasion fiscale. Voilà. Alors justement, si vous voulez bien pas ce sujet, si vous voulez bien, Christine Lavarde. Nous ne sommes pas favorables automatiquement à la réduction de la dépense publique, à la différence de LR. Avant de se quitter, on va vite justement retrouver Tam Trani pour savoir où on en est de l'examen de cette proposition de loi. C'est à vous, Tam. Eh bien, les sénateurs en sont actuellement à la discussion des articles. Ils devraient voter sur le texte d'ici une quinzaine de minutes. A priori, on sait déjà que cette proposition de loi socialiste qui propose la suppression pure et simple du verrou de Bercy ne devrait pas être adoptée par le Sénat, car il devrait manquer les voix des Républicains et les voix des centristes pour adopter ce texte, et également bien sûr les voix d'une bonne partie au moins de la République en marche. Notez que c'était donc Olivier Dussopt qui représentait la voix du gouvernement, et qui certainement ce sujet, on va bientôt en reparler à l'occasion des débats lors du projet de loi de Gérald Darmanin sur la fraude fiscale. Merci à vous, Tam. Merci Éric Bocquet. Merci Christine Lavarde. Merci Patrick Kanner. Merci à vous, Jacques Fabre, d'être venu en débattre sur ce plateau. Je vous laisse regagner, messieurs, madame, l'hémicycle du Sénat. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain Sénat 360, c'est demain à 15h. Bonne soirée à tous.